Philippe Roche est un artiste absolument complet, performeur vocal, humoriste, comédien, chanteur. Il est absolument incroyable. J'ai voulu l'interviewer pour comprendre comment il menait sa carrière, quelles étaient les difficultés qu'il rencontrait, quel était le mindset qu'il utilisait au quotidien pour performer dans sa vie d'homme, de papa, d'artiste et cette version entrepreneuriale du côté artistique. Nous nous retrouvons tout de suite pour son interview. Bonjour Philippe. Et bonjour. Je suis absolument ravie de te recevoir pour certaines interviews. Ça me fait très plaisir et je suis très touchée que tu aies accepté d'ailleurs cette interview. Eh ben, très touché en retour. Moi aussi, on va passer un bon petit moment. Un bon moment. Je t'ai découvert, moi, la semaine dernière, je crois, si je ne me trompe pas, lors de ton dernier spectacle « Et Dieu créa la voix ». Et ce spectacle m'a tellement émue, touchée, fait rire, et notamment mes enfants. Et je te remercie d'ailleurs parce que tu as pris vraiment en charge mes enfants qui ont 15 et 9 ans. C'est-à-dire que tu les as beaucoup regardés, tu les as sollicités, et du coup, ils sont absolument fans de toi maintenant, hein, qu'on se le dise. Là, quand on m'a dit, mais tu l'interviews, c'est génial, on pourra voir. J'ai dit oui, tranquille. Donc, Si tu as fait. voilà. Mais du coup, c'est un spectacle qui s'adresse à tout public, j'ai envie de dire. Et comme il y avait beaucoup de choses qui se rapprochent de mon métier, je me suis dit que c'était impossible que je ne t'interviewe pas. Moi, j'accompagne souvent les entrepreneurs ou les personnes qui se lancent dans l'activité entrepreneuriale, celles qui veulent s'autoriser à vivre leurs rêves, celles qui veulent développer leur mindset. Tu fais une collaboration avec Fabien Olicard, donc ce qui veut dire qu'on ne peut pas parler de Fabien Olicard sans parler de développement personnel, je pense. Donc, je me suis dit, il va nous donner des clés et des tips qui vont obligatoirement servir à toutes les personnes qui me suivent. Eh ben, je suis ravi. J'en étais pas conscient. Donc, c'est toujours, on va dire, gratifiant de se dire qu'on peut donner. Et en plus, généralement, on reçoit en retour. Donc, la vie est bien faite pour ça. Qui donne, reçoit. C'est une des lois universelles, tu as raison. On est pile dans le dev perso. Donc, la première question que je voulais te poser, du coup, c'est qui tu es. Explique-nous. Tu étais t'es comédien, t'es chanteur extraordinaire. Franchement, tu fais de l'opéra, tu peux faire du rap. Tu m'as fait halluciner sur la tessiture de voix, sur comment tu en joues. Tu es extrêmement drôle. Comment tu te définis, toi? Comédien, comédien. Après, donc comédien, pour moi, il y a plusieurs facettes. Il y a pas d'interdit dans le comédien. C'est comédien, il peut improviser, il peut chanter, il peut danser. Donc, s'il y avait justement voilà une catégorie, je dirais comédien. Et ensuite, en fonction du spectacle, bon, dans celui-là, je chante tout autant que de jouer la comédie, mais on pourrait très bien se retrouver dans 2 ans et je sois sur juste un spectacle de comédie et pas forcément avec du chant. C'est pour l'instant quelque chose que j'adore faire et qui reste une marque de fabrique, mais comédien. Ok, comédien. Euh, Tu racontes beaucoup de choses des petites choses de ta vie personnelle qui sont profondément touchantes dans ce spectacle-là. Et je voulais juste savoir si tu as eu déjà, toi, qu'est-ce qui t'a amené à te lancer en tant qu'artiste? Comment ça s'est produit? Raconte-moi un petit peu ton histoire. Euh, bah, alors moi on appelait ça enfant de la balle. C'était une expression des années 80 pour dire qu'on est du métier. Moi je suis un enfant d'artiste. Mon papa était chanteur et professionnel dans les cabarets et il était issu du sud de la France et il a eu une carrière de 10 ans dans les cabarets parisiens à une époque où moi je suis très très petit, je suis en bas âge et il arrête sa carrière, je dois avoir 8 ans, 8-9 ans quoi. Mais sur cette période-là, ça m'a construit et et pourtant tout le monde dans ma famille chante. Tu sais, c'est un peu genre c'est la famille de Céline Dion, là tout le monde chante là. Absolument pas. Mais il y en a qu'un qui chante pas, c'est moi. Et c'est la vérité. Moi, je suis timide, réservé, plus réservé que timide d'ailleurs. Euh, et ma sœur chantait très très jeune avec mon père en gala. Et puis j'adorais les voir. Et c'est tout, quoi. Et c'est à l'âge de 15-16 ans
où il y a eu, on va dire, c'est la séparation des parents qui ont créé le premier traumatisme, voilà. Et où là, je me suis réfugié un peu plus dans la musique, mais sans le dire à personne. Et des copains et copines de l'époque qui connaissaient un peu plus sur moi m'ont dit, mais tu chantes quand même, puis tu nous fais rire. Allez, vas-y, tu ne voudrais pas jouer pour tel ou tel événement à l'époque. Et en fait, là, je suis monté sur scène, non pas grâce à mon père, non pas... Voilà. Je suis monté sur scène peut-être pour me prouver un truc à mes potes déjà. Et, euh, et en fait, ça a été une révélation. Je, je me suis éclaté et réellement, c'est pas ça qui m'a fait me dire que je ferais de la scène. C'est ça qui m'a. Ça a été une révélation. C'est devenu une passion à 15-16 ans. Mais en même temps, j'ai découvert le monde de la radio parce que j'ai eu la chance d'arriver dans un lycée qui avait une radio libre, c'est-à-dire qui émettait en dehors de ses enceintes. Mmh. Et quand tu as 15 ans et qu'on te dit, bah, tu vas être dans une radio, à l'époque, faut imaginer, il n'y a pas, attendez, il y a pas les réseaux sociaux. On est C'est vrai, c'est vrai. préhistorique. On a l'époque de Gala et compagnie, de Hit Machine. Et Ne parle pas de préhistoire, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire. donc, bref, en tout cas, c'est la radio. C'est-à-dire que je fais une pige dans cette radio. Et là, j'ai la révélation de ma vie. Ça a été la plus forte professionnellement parlant. À 15 ans, je sais ce que je veux faire. Tout du moins, ce sera derrière un micro. Je crois que Ah, j'appelle génial. mon père et je lui dis, papa, je ne peux pas te dire, mais en tout cas, j'ai ressenti quelque chose. Mon métier sera autour, à travers de ce micro, de cette chose. J'aime parler, raconter. Et ensuite, la scène s'est jointe à tout ça. Et voilà, attention, je peux parler pendant des heures. Non, Donc, non, mais c'est très bien. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un instant, donc vers 15 ans à peu près, où tu as eu ce switch intérieur, une sorte de décision avec toi-même, du non négociable. C'est oui, ça que je veux faire. Et c'est en top. fait, le je suis à ma place. Je suis à ma place. Tu t'es senti à ta place. Je suis à ma place. Après, je suis à ma place, mais l'espace, il est grand. Mm. Donc, je suis à ma place, mais sans dire je veux faire du journalisme, je veux faire de la chanson. C'est là. Alors, il y a ce micro, je sais qu'il y a ce rapport à voilà, la technologie. J'ai parlé dans un micro, j'ai entendu. Normalement, quand on entend sa voix, on a souvent tendance à pas aimer le retour de la voix. Moi, en plus, bah, à l'époque, on va dire, quand j'avais 15 ans et après avoir traversé cette période-là, je j'avais pas la même corpulence, j'étais pas bien dans ma peau et euh, et, euh, et tu vois, bizarrement, ça aurait dû la voix renvoyée eh ben non, la voix renvoyée m'a donné confiance en fait. Ah, c'est génial. C'est pour ça que je dis je suis à ma place. Après, c'est la vie qui a fait le reste, hein. C'est pas vraiment moi. À la vie. Les choix, certainement. Mais donc, du coup, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça veut dire que tu te disais timide et réservé. Donc, tu étais timide et réservé. Mais à partir du moment où tu t'es senti à ta place, la confiance est arrivée. Oui, et là je suis parti dans le sens opposé. Bah, je me suis senti mieux. Donc en me sentant mieux, voilà, j'ai perdu du poids, j'ai commencé à, à blaguer un peu plus que d'habitude, et je suis même passé. Le collégien réservé est devenu un lycéen. Euh, euh, voilà, Extraverti. le drôle de la classe. Là, on est passé d'un extrême à l'autre. Génial. Et du coup, qu'est-ce qui... Donc, tu parlais aussi... Est-ce que tu as rencontré des peurs? Est-ce que tu as rencontré des difficultés? Est-ce que tu as rencontré des freins intérieurs? Tu vas te dire, oui, j'ai envie d'aller là, mais il y a un truc où ça c'est tout ouvert. Te dire, c'est bon, là. Les freins, ils sont permanents. La peur, elle est, elle, elle y est toujours même, à des strates différentes. C'est juste qu'à chaque fois, ben, on franchit un palier. Mais la peur, oui, oui, carrément. Peur, moi, la peur, c'est toujours lié à ce côté réservé, c'est la confiance en soi. C'est donc oui, oui, en fait, elle a toujours été là. Je Donc, pense. c'était quoi? Les premières peurs, c'était quoi? Peur du regard des autres, peur d'être jugé, peur de ne pas y arriver? C'est des peurs qui reviennent souvent? Après, je prends vite conscience que quand je parle dans un micro, il se passe quelque chose. C'est-à-dire Mm. qu'en fait, la conscience, c'est que jusqu'à présent, je m'exprimais peu, donc voilà. Et par contre, dès que je suis en train de m'exprimer, et je me rends compte que peu importe le sujet, à partir du moment où je suis à un micro, il y a une sorte de regard. Alors, je sais pas encore pourquoi. Et,
Et ensuite, mais je pense que c'est marrant cette question. Je pense que je me suis souvent vite lassé des choses. Ouais. C'est-à-dire que j'ai la radio pendant 3 ans. J'ai été pris ensuite par une grande radio nationale à la sortie du lycée. J'ai 18 ans, j'ai un contrat d'entrée de jeu et je vais m'en lasser. C'est-à-dire 2 ans plus tard, j'ai la chanson à côté. Et par contre, quand je pourrais dire ça, faut pas que ça paraisse pour de la prétention. Je pense que j'étais loin, loin, loin d'avoir un niveau journalistique mais en tout cas, c'est sûr, je faisais carrière là-dedans. J'avais tout. La rédac chef qui me met parmi les plus grands journalistes de la région. Moi, je suis juste pigiste et je suis avec eux. Je suis sur toutes les couvertures. Bah, t'as ce don, quoi. T'as cette appétence, c'est facile pour toi, t'es bien. Et je commence à m'ennuyer. Et je pense que l'ennui, ça vient de là. C'est, je sais pas, certainement peut-être se prouver quelque chose tout le temps. Et en fait, par contre, sur scène, j'ai un peu peur de monter sur scène. Et maintenant, ouais, c'est vrai que tu as mis le doigt sur quelque chose. C'est-à-dire qu'à ce moment-là de la vie, on me propose un contrat de chanteur, mais qui est obligé de me faire arrêter le métier de journaliste. Ah, donc tu as un choix à faire à ce moment-là. Tu as deux chemins qui s'offrent à toi. Et d'ailleurs, pour le même jour. Ce qui Ah est ouais. drôle, la même matinée, la rédac chef bon, on peut dire la radio, on n'a aucun problème, donc c'était France Bleu. La rédac chef, oui, j'ai à peine dit non, j'ai 19 ans, 19-20 ans. Elle me dit, voilà, tu pars sur un contrat avec nous pendant 5 ans, tu vas faire toute la France, machin, et tu auras ta carte de journaliste. Et on fait vite le calcul, à 24 ans, j'étais journaliste radio, c'était fini. Et le même matin, j'ai un contrat. Ah, c'est drôle ce que tu viens de dire. À 24 ans, je tournais et c'était fini. Ouais. C'est très drôle. Tu le vois presque comme une finalité et qu'après, tu es enfermé dans un truc et tu peux pas en sortir. Donc, en fait, quand tu prends le recul, à mon âge, tu te dis, bah, il n'y a rien qui était fini. Mais franchement, ben, en fait, c'est ça qui fait cette bascule, c'est que je me dis, OK, voilà, c'est tracé. Et à côté de ça, il y a un truc extrêmement excitant qui arrive dans la même matinée. C'est-à-dire que moi, la première chose, j'ai envie de dire à ma mère et à mon père, bon, ben voilà, ça a matché. Puis moi, ça faisait 2 ans que j'avais arrêté le lycée. Et puis, en tant que pigiste, je gagnais pas super bien ma vie. Donc, voilà. Donc là, ça y est, il y allait avoir quelque chose de plus concret. Et, et le même matin, mon père d'ailleurs me prend les devants, il m'appelle, il me dit, écoute, il était plus dans le métier, hein, mais il me dit, j'ai croisé quelqu'un qui recherche un chanteur, machin, hein, et ça te dirait de passer un casting. Je sais pas, je le passe, et le soir même, il me propose un contrat de 2 ans extrêmement bien payé, avec une maison de disques, avec un truc, et par contre, la contrainte, c'est il faut partir, il faut aller à Annecy, et ce qui est une belle contrainte hein, d'aller à Annecy. Et, Ouais. et je devais faire des galas là-bas, sur Annecy et tout ça. Et j'ai pas hésité une seconde, en fait. Et t'es parti. Je suis parti et il y avait cette peur de ne pas savoir si je serais bon sur scène, hein, parce que j'en avais peu fait encore à l'époque. Et, euh, et voilà, on a franchi ce step-là. Okay. Et du coup, dans ton spectacle, tu parles aussi de quelque chose qui est assez difficile par rapport à ta maman, une période qu'elle a passée qui était difficile, dont elle s'est sortie maintenant, donc très bien. Est-ce que c'est quelque chose, parce que tu dis, je ne me suis pas posé la question, je suis partie, j'ai vécu ma vérité, et au final, ce qui m'animait, j'y suis partie. Est-ce qu'il y a un moment donné où tu t'es posé des questions? Est-ce qu'à un moment donné, ça a été peut-être... alors, soit un élan, soit ou un frein de te dire, OK, est-ce que je peux partir? Est-ce que je peux laisser ça derrière moi? Tu vois, est-ce qu'il y a eu peut-être une culpabilité ou pas du tout? Parce que souvent, tu vois, dans les gens que j'accompagne, il y a quelque chose qui revient, c'est parce que j'ai eu des difficultés, parce que il s'est passé ci dans ma vie, bah, je peux pas m'autoriser à vivre mes rêves, je peux pas y aller. Tu vois, c'est inconscient, mais ça arrive très souvent. Ouais, non, moi je pense pas l'avoir vécu comme ça. Au contraire, euh, j'étais déjà autonome en fait, Mm. parce que je suis déjà plus chez mes parents. Euh, donc non, alors c'est affreux. Non, je n'ai pas eu de culpabilité à partir. Je fais ma vie, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Peut-être même au contraire, tu as développé peut-être un côté un petit peu plus autonome, un petit peu plus adulte rapidement. Oui, oui, ça m'a permis de respirer sur les problèmes on va dire, du quotidien. Ça m'a permis, mais j'ai pas coupé les ponts. Je voyais toujours maman, papa.
différemment, voilà, avec une vie de jeune homme. Mais non, j'ai pas fui. Ça m'a construit comme tout le monde. Voilà. Ouais. Mais j'ai pas fui quelque chose en T'as pas particulier. fui, c'était pas un frein. Non, non, non. Et tu t'es autorisé à vivre ce que tu avais à vivre. Ça, ouais, ouais. Et donc, Mais tes premières scènes? Ouais, dis-moi. un point important, et ça, c'est un point majeur. euh, euh, j'ai compris qu'il fallait vraiment réaliser en fait, faut se souvenir de ses rêves d'enfant. Ça, je l'ai compris il y a pas longtemps. En fait, c'est bête ce que je vais dire, je n'ai jamais eu d'autre ambition que de faire ce que j'aime. Je n'ai jamais eu l'ambition d'être célèbre. Et attention, ça aurait pu être. Il y a pas de. Si on a envie d'être célèbre et que c'est son leitmotiv, ben faut le faire. Parce qu'en fait, sinon, on passe à côté de quelque chose pour moi. Mm. Moi, j'ai jamais eu cette ambition d'être célèbre. Aujourd'hui, mon métier fait que plus je suis célèbre et plus je peux remplir mes salles. Donc, ça devient quelque chose qui rentre dans ce schéma-là. Mais finalement, quand j'enlève tout, et ça on en parlera peut-être plus tard, euh, euh, si je remplis mes salles et que j'ai pas besoin d'être célèbre, eh ben, tout va bien pour moi. Eh ben, je suis nourri, quoi. Et donc, à l'époque, quand je démarre ce truc-là, c'est juste, eh ben, c'est un challenge. Il y a cette peur, peut-être, je vais y arriver, pas y arriver, mais en tout cas, ça, c'est un challenge. Je vais bouger, je vais chanter, un peu d'insouciance aussi, parce que franchement, mon fils, aujourd'hui, il aurait un contrat béton, je lui dirais, attends, t'es 24 ans, tu verras plus tard. Alors que si mon père m'avait dit ça, j'aurais peut-être engueulé à l'époque, c'est sûr. Donc, euh, donc voilà. Et donc, dans ce challenge-là, quand je pars, il n'y a pas d'autre ambition que de me dire, c'est ma passion et je verrai bien. Voilà. Ok. Donc, tu laisses la vie faire, tu te laisses porter par juste ton envie intérieure. Et mon envie n'est pas de devenir le nouveau, je sais pas moi, à l'époque, j'en parle dans le Allez. spectacle, il y avait Kyo, Bébé Brune et tout ça, donc, tu vois. Donc mon envie n'est pas d'avoir le nouveau groupe, tout ça. J'ai même pas envie de devenir le chanteur vedette, mais je vais chanter, je vais gagner ma vie. Waouh, imagine, basta quoi. Très bien. Donc, en fait, tu ne te mets pas de pression. En fait, c'est ça, tu ne te mets pas de pression en te disant, et si j'échoue, et si j'y arrive pas, en fait, tu ne te poses pas la question. Juste, tu fais. Ah oui, Tu traces ta route. concrètement, ouais. Ok. Est-ce que tu as rencontré des artistes, peut-être sûrement dans ton parcours, j'imagine, qui avaient cette peur-là, cette peur de ne pas y arriver et abandonner sur le chemin? Parce que finalement, il y a beaucoup d'artistes qui se lancent et qui finalement abandonnent en cours de route ou ne croient plus en leur projet ou croient plus, tu vois? Oui, parce que, alors en Qu'est-ce fait, qui fait que tu continues? Tu vois? j'ai Qu'est-ce qui rencontré fait que tu continues? Ouais, j'ai rencontré beaucoup de souffrances comme ça. Mais alors moi, j'ai aussi la chance quand même si, tu vois, mon papa, il a fait sa carrière. Et, mais j'étais pas non plus le fils de quelqu'un, puisque il est comme moi, il est un artiste lambda parmi tous les artistes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'ai eu la chance de voir le métier, de naître dans le métier. En fait, moi, je pourrais dire ça. Moi, je mettais le métier papa chanteur. Euh, et Oui, pour c'est moi, vrai. c'est normal. C'est quelque chose de normal. Et c'est les autres qui m'ont envoyé le non, non, mais qu'est-ce qu'il fait comme métier ton père? Eh ben, chanteur, il est dans les cabarets, il est chez Michou, il est chez machin, il est chanteur de cabaret. Et pour moi, c'était quelque chose de normal. Donc, si tu veux, euh, j'ai tout de suite conscience et dans mon ADN que ce métier, t'es en haut, t'es en bas, t'es en haut, t'es en bas, t'es en haut, t'es en bas. Donc, t'as du boulot très bien et surtout d'abord fais le métier et du boulot, quoi. Ouais. Donc, tant que j'ai du boulot, je suis nourri. Tant que je joue, à 20 ans, je suis nourri. J'ai pas à se- Euh, Non, vas-y, vas-y. et donc j'en ai rencontré d'autres qui, à 16 ans, alors j'imagine, moi je te parle de ma génération, donc j'ai 20 ans il y a 20 ans, et j'imagine qu'aujourd'hui c'est encore pire avec les réseaux sociaux. Certains jeunes qui, à 15 ou 16 ans, n'ayant pas la célébrité qu'ils voudraient ou le nombre de followers, sont au bout de leur vie. Mais c'était la même chose il y a 20 ans, sauf qu'on n'appelait pas ça les followers. C'était parce que tu passes pas à graine de star, parce que tu passes un, ou parce que tu as raté Star Academy. Euh, voilà, c'est. Non, non, c'est. Donc, en fait, je pense que ça dépend vraiment de ton curseur. C'est ton curseur à toi. Alors, c'est sûr que si ton curseur à toi, c'est d'être célèbre, le jour où tu l'atteins, ben, c'est pas ça le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est de le rester. Hmm. Alors, va être célèbre toute ta vie après. Pour Ah ça, oui.
j'ai 40 ans, je suis pas célèbre. Si je suis célèbre qu'à 50, eh ben, j'aurai moins de souffrance derrière si ça redescend. Ça durera moins longtemps. Ce sera plus court. Ok. Donc, et parlons justement, bah, tu me parlais justement quand tu écrivais, voilà, papa chanteur, etc. Il y a parfois une vision de l'artiste qui est bah, très artiste, justement. Et pour moi, le côté artiste, justement, c'est aussi aller un petit peu dans l'entrepreneuriat. Tu vois, c'est toujours un petit peu se réinventer, c'est toujours chercher bah, peut-être des nouveaux contrats, des nouveaux angles, des nouvelles façons d'y aller. Donc, c'est une réinvention permanente, mais peut-être que j'ai tort. Dis-moi ta vision de ça. Oui, et alors encore une fois, moi ma vision, alors, dans mon parcours, jusque-là, c'est forcément auto-centré. Ça fait bizarre de parler. Vas-y, auto-centre-toi, vas-y. Je sais que tu m'interviews pour ça, donc c'est juste que pas l'habitude de faire moi, moi, moi. Mais alors, l'avantage, c'est que c'était donc ma passion, mais ça a le désavantage ça peut partir un peu partout. Et donc, j'étais chanteur. Comme tu chantes et que, ah ben dis donc, tu parles bien dans le micro, tu animes bien, tu te retrouves à animer. Donc, tu es à cette frontière-là. Puis tout à coup, tu te rends compte que tu n'es pas tout le temps dans le spectacle, mais tu es aussi dans ce qu'on appelle l'animation. Et puis, on commence à m'appeler pour plein de trucs et tu fais le métier. Et qui dire faire le métier, c'est des mariages, c'est des pianos-bars, c'est des croisières, c'est tout ça. Et je regrette rien, c'était super. Mais à un moment donné, ben, je suis plus à ma place. Hmm. Voilà. Et je suis plus à ma place. Et là, donc, je fais la même dépression que quelqu'un qui est devenu célèbre et qui ne l'est plus. Ok. Et, et donc, en fait, euh, et c'est là, je reviens sur ta question, je pense que j'ai la chance d'avoir ce côté entrepreneur en moi et de rencontrer finalement assez tôt dans ma carrière Fabien Olicard bon, il y en a d'autres, Nilson José, des gens qui sont ouais, des gens qui ont ce développement et cet entrepreneuriat en eux. Et alors, la chance de les avoir rencontrés, et on va dire, je suis assez content de les avoir écoutés. Hmm. Voilà. Et donc, je me suis nourri de ces gens-là, qui n'étaient pas connus, mais qui me fascinaient et qui avaient justement une vision entrepreneuriale de la chose. Un mindset, Et en un fait, état d'esprit. et il y a 10 ans, donc moi c'était il y a 10 ans, parce que j'ai vraiment fait chanteur, animateur, jusqu'à mes 30 ans à peu près. Et c'est il y a un peu moins de 10 ans, en 2014-2015, que je fais la bascule sur le côté humour et chanson. Et, 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 et en fait, à cette époque-là, il y avait, c'est marrant, je me rends compte, dans la recherche entrepreneuriale, il y avait peu d'artistes qui étaient comme Fabien, comme Nilsson que j'ai cité. Euh, et donc moi, je suis ce truc-là, je suis un peu formé par ces gens-là. Et aujourd'hui, bah, en fait, il y en a plein des entrepreneurs. Et c'est le côté positif aussi des réseaux sociaux et de ce qui se passe aujourd'hui. Et ce qui fait que 99% des artistes sont, enfin en tout cas, si tu veux faire le métier et durer, il faut l'être. Ouais, mais oui. Alors, justement, donc, au niveau de l'environnement, parce que là, tu parles de rencontres que tu as faites et qui t'ont inspiré et qui t'ont un petit peu drivé. Est-ce que tu as aussi rencontré ce que j'appelle les voleurs de rêve? C'est-à-dire les gens qui te disent, tu sais, mais tu vas pas y arriver, arrête de rêver, c'est pas un métier. Parce que moi, je sais que quand j'étais dans la musique, on me disait, mais c'est pas un métier. Tu vois. Donc, est-ce que tu as rencontré ces gens-là? Est-ce Oui. que tu les as mis de côté? Comment tu as fait pour pas les écouter et suivre quand même ton instinct? Euh, Toujours pareil. Bon, c'est pas un métier. Là, si, tiens, c'est bien. Excuse-moi, je réfléchis en même temps. T'as vu, je lève les yeux. Ah ouais, tu cherches, tu cherches. Euh, Moi, ça a été les autres, vraiment les autres, rien à faire. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas un métier. Ouais, bon, et alors toi, tu es banquier.
Et alors, je te juge pas, et c'est très bien, t'es banquier, c'est très bien. Le coiffeur qui vient me dire, ah, dis donc, t'es pas célèbre, ou dis donc, c'est pas un métier ce que tu fais. Ben, toi, t'es Jacques Desange, je viens t'embêter, et pourtant, il est super, tu coupes très bien les cheveux, et ta boutique, elle est géniale, et ça se respecte. Et donc, enfin, je te donne plein d'exemples, tu vois, je les ai pas en tête, mais et ça, je pense que c'est la chance d'avoir vécu avec un papa chanteur. C'est-à-dire que ce jugement de ton métier, c'est pas un métier. Depuis que je suis né, moi, T'as vu? ma vie, papa, il arrivait à la maison avec des transformistes, des magiciens. C'était leur métier. On m'a jamais dit, moi, dans ma formation, on ne m'a jamais dit que cela n'est pas un métier. Eh oui. C'est un métier. Moi, j'ai vu le métier de l'intérieur étant petit. Donc, pour moi, tout ça ne me dérange pas. Par contre, c'est le regard de la famille. Là, c'était plus compliqué. Et le regard de la famille qui a toujours pourtant été bienveillant, mais ils ont mis, ils ont vraiment mis du temps à venir me voir, vraiment. Par contre, à partir du moment où ils ont franchi le pas, heu, Ils ont accepté. C'est ça, ouais, ils ont accepté. accepté. Bon après ils m'ont plus lâché, et je pense que c'est presque les plus fidèles, on va dire. Et ça, ouais, ça a été, je me suis rendu compte que c'était important pour moi, d'avoir la reconnaissance des miens. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, bah, c'est son métier, c'est sa carrière. C'est Oui, oui, ouais. c'est lui. C'est lui. Et du coup, ce laps de temps-là, qu'est-ce qu'il te disait? Qu'est-ce qui faisait que tu sentais pas de reconnaissance? C'est juste parce qu'ils venaient pas te voir ou tu sentais peut-être physiquement que c'était pas OK, qu'ils avaient peur parce que c'est toujours de la bienveillance, c'est toujours de la peur pour l'autre, mais c'est pas comme ça qu'on le reçoit. J'ai une famille très aimante, donc j'ai beaucoup de chance, beaucoup de cousins, beaucoup de cousines, c'est le truc, Très life entouré, on a inventé les cousinats, tu vois, avant même que ça arrive. Et donc non, j'ai eu beaucoup de bienveillance là-dessus, mais on ne parlait pas de mon métier. Philippe, il est animateur. Philippe, voilà, c'est tout, quoi. Et enfin, comment je pourrais ça, c'est tout. Euh, oui, c'est ça, il n'y avait pas, bon, mais ça va le boulot, ça va le boulot. Euh, et c'est quand bah, j'ai commencé à faire carrière, à remplir des salles, et qu'à un moment donné, parce que c'est pas évident d'aller voir quelqu'un, tu connais tout de lui, tu connais sa vie, tu connais t'as tout, t'as tout. Après, ils ont vu aussi les débuts, parce que franchement, ils ont mis du temps à venir, mais quand ils sont venus, avec le recul, je me dis, ils ont été aussi indulgents parce que c'était les débuts. Mais voilà, donc il y avait vraiment ce besoin finalement de reconnaissance de la famille. Il n'y a pas eu de frein je réfléchis de frein de leur part. Après, par contre, dans le métier, tu devrais pas faire ça, ça, il n'y a que ça. Hein. Ah, OK. Ah, donc il y a des voleurs de rêves même dans le métier. Évidemment, évidemment que ça te touche. Évidemment que ça te touche. Là, moi, je parlais des autres, des gens qui ne sont pas du métier, de Mmh. personnes lambda. Après, dans le métier, C'est des presque pire. mauvaises personnes, des briseurs de rêves. Ah oui, des producteurs qui te disent t'as pas la voix pour faire ça. Alors si, j'en ai rencontré euh, dans la chanson Dovatia. Oui. Dovatia, ça, lui, il m'a fait du mal, par exemple. Euh, Lui, concrètement, on est un casting sauvage. Ça se fait, je ne sais pas si ça se fait encore, mais c'était là, j'ai 23 ans. Donc, moi, je ne demande rien à personne. Hein. Je suis en C'est train de quoi un chanter. casting sauvage? Dis-nous. C'est quoi? Casting sauvage, c'est, par exemple, on, on a repéré des chanteurs, des chanteuses dans France. On les appelle en direct, on les fait venir pour un casting non officiel. À partir de là, on rentre dans une liste s'ils sont intéressés, et on vous envoie sur, je ne vais pas dire aujourd'hui parce que peut-être que ça se fait plus. Moi, c'était il y a 20 ans. À l'époque, c'était Nouvelle Star ou Star Academy. Mmh. Et, et voilà, parce qu'ils ont besoin de trouver, c'est normal, des nouveaux profils. Donc, c'est ce qu'on appelle le casting sauvage. Et moi, à l'époque, oui, c'est ça, je chante à Valréas, dans le Vaucluse, pour, je sais pas moi, un CE ou un truc comme ça, je chante. Et casting sauvage, ils me font venir et tout va très vite. En 48 heures, je me retrouve dans un studio à Paris, on est 5 ou 6. Et tout à coup, il y a Dovatia, qui est une personnalité hein, de l'époque et tout ça. Donc,
Et là, tout à coup, tu vois, je faisais mon métier, c'était ma passion. Tout à coup, tu es à Paris, tout à coup, on te parle d'ambition, on te parle de rêve, on te parle d'étoiles, on te parle de trucs. Euh, et ouais, tu prends. Et là, le gars, il me regarde et il me dit, enfin, il me dit pas qu'à moi, d'ailleurs, on est 8 en tout, et il en prend 6 ou 7, je suis dans le paquet. Il dit, bon, les gars, vous avez des voix extraordinaires, hein, mais vous êtes des chanteurs des années 70. On fait pas du vieux, on fait pas du neuf avec du vieux, euh, ça nous intéresse pas. Oh, c'est violent. Et vraiment, ça nous intéresse pas. Et il ferme la porte. Ah si, et il dit un truc incroyable. Il dit, ben, vous voyez là, le jeune là, euh, il chante un peu faux. Mais c'est ça qui est bon. Nous, on veut de l'émotion, on veut une voix personnelle. On n'en a rien à faire des voix trop parfaites. Et ça ferme la porte et tu repars. Et moi, il y a deux sentiments. Le premier, c'est la porte, je vais te la faire bouffer, t'imagines même pas. La colère qui monte. Mathia, c'est déjà, je t'ai rien demandé, j'étais tranquillement en train de chanter dans le sud. Je sais que c'est pas lui qui m'a fait venir, hein, c'est ses équipes, tout ça. Mais à l'époque, moi, j'ai 23 ans et, euh, et il me convainc que je suis pas chanteur. Tu vois, il me convainc du Il fait arrive que à s'insérer dans la faille, ouais. dire. Ah, Et donc je continue. Alors déjà que j'avais pas d'ambition à être célèbre. Là, c'est sûr que dans ma tête, il confirme le fait que je serai jamais chanteur. ah. Donc, je m'oriente vers de l'animation. Mais attention, je suis pas en dépit de ça, puisque je te dis, c'était pas comme si je voulais accéder à la télé. Mais il te confirme ta croyance initiale qui était, bah, voilà, je vais être Je suis chanteur, je suis animateur, bon pas voilà, fait pour la célébrité. ça concrètement là-dessus. Après, avec le recul, j'ai compris ce qu'il a voulu dire, parce qu'à l'époque, il sort Christophe Maé, et bravo, parce que c'est quand même... en fait, il avait raison dans le fond, entre guillemets, mais pas dans la forme. Hé, garçon, tu as des gamins de 20 ans face à toi, ça te dirait, si tu veux, de juste dire, bah, tu as une super voix. Tu vois, par exemple, Casting The Voice, moi, il me l'avait dit, ou alors je ne sais plus qui, c'était, euh, bon, bref, Popstar ou je ne sais plus quoi. Il y avait un truc où grosso modo, on m'avait dit, bah, écoute, tu chantes super bien, c'est génial, mais nous, on a besoin d'une voix qui est plus timbrée comme ça. Tu vois, qui résonne plus comme ça, ou moins de vibrato, ou moins de trucs. Mais vocalement, on n'a rien à dire. Bon, ben voilà, c'était pas mon tour, c'était pas ma place, c'était pas mon lieu, et tu repars pas brisé, quoi. Moi, je veux dire, parmi les jeunes, là, moi, ça va. Je travaillais, j'avais des trucs, mais je suis sûr qu'il y en a qui ont eu un stop net Bien sûr. parmi Les les... briseurs de rêve. Donc, oui, voilà, c'est briseur de rêve, c'est exactement ça. Ok. Et alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que effectivement, on veut un peu dans le milieu artistique, de ce que j'ai entendu, c'est qu'on modélise un petit peu, voilà, il faut que tu sois plus comme ci, il faut que tu sois plus comme ça, que tu aies un timbre de voix plus comme ci, etc. Toi, tu fais tout. Toi, quand je suis allée te voir, tu as tous les timbres, tu peux passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, je me dis, mais est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas dit quelle est la voix, comment je m'adapte, tu vois, ou tu t'es dit non, je reste moi-même, ou est-ce que je développe plus ça, comment tu as fait, tu vois, suite à ça? Alors, suite à ça, bon, en plus, dans ma vie personnelle, je rencontre la mère de mon fils, tout ça. Donc, suite à ça, je déménage, je retourne à Marseille. Enfin, là, j'habite à Marseille, où mon père avait déménagé aussi de Paris et tout. Donc, voilà, je fais ma petite vie et je suis animateur, chanteur, quoi. C'est Philippe Roche Animation. C'est, t'as un mariage, t'as un machin, je gagne ma vie, il faut payer le loyer, il y a mon fils qui va arriver, voilà, quoi. C'est tout, ça s'arrête là. Et puis le vent m'emmène de client en client, pardon, hein, mais c'est comme ça qu'on dit dans le métier, de société en société. Parce que bon, les artistes, c'est 1% d'artistes, et peut-être je suis gentil, mais on va dire 1% d'artistes connus. Mais sinon, le métier, c'est le vrai métier où c'est pas les paillettes, c'est tout le reste. C'est vous faire danser sur les places d'été. Sinon, il y aurait qui pour vous faire danser sur les places d'été ou dans les bar mitzvahs, c'est comme ça. Et, euh, et donc voilà, et donc moi je fais le métier. Et par contre, je gagne très bien ma vie. Et sur le coup, ça me suffit.
Et à un moment donné de mon parcours, on me dit ah oui, je fais une imitation sur scène parce que je m'ennuie sur une soirée. Alors, je commence à imiter un peu. Et ce soir-là, tu vois, les rencontres, il y a un gars, il dit moi, j'affrète des bateaux. Donc, il prend des gens, il les met sur des bateaux, il les envoie dans le monde entier. Et on recherche un imitateur. Est-ce que vous avez un spectacle d'imitation? Et mon réflexe à l'époque, c'est payer combien? Et il m'annonce un cachet qui est beaucoup plus important que ce que je gagne. Et là, c'est l'opportunité. Je Ah, tu dis, dis oui, oui, j'imite. j'imite, hein, je mens pas. Oui, oui, j'imite. Vous avez un spectacle? Bon, d'imitation? Oui. Bon, alors on se démerde, on monte un spectacle d'imitation, et puis l'enchaînement fait que ça cartonne, et que je démarre une carrière dans les croisières en tant que chanteur-imitateur. Et puis voilà, mais en fait, c'est marrant, je suis jamais revenu à faire mes propres chansons, à faire avec ma propre voix, si c'était bien ça le sens de la question. Euh, et donc je suis parti là-dedans, mais c'est toujours de l'animation. Je suis dans les croisières. Là, je rencontre Fabien Olicard, qui lui me dit, je... Donc, il est en croisière sur un des bateaux, c'est ça? Oui, parce que Fabien avant était conférencier et magicien très reconnu dans le milieu. Et on se rencontre sur un bateau. Et moi, la magie, j'en avais soupé avec mon père. Et c'était pas le truc qui m'intéressait le plus. Un grand respect pour les magiciens, mais c'était pas ma sensibilité. Donc, je vais pas le voir. Et lui, la chanson française, il aime bien, mais pas trop ce que je chante, quoi. Donc, il vient. Mais par contre, on se retrouve sur des tables de poker le soir. Et moi, je suis pas le meilleur, mais alors lui. Ah bah oui, tu m'étonnes. Et moi, je dis, tiens, il est pas comme les autres, lui. Et on sympathise et on fait toute une virée, enfin, on s'amuse, quoi. Et à la fin, on est devenus copains. Tiens, je vais voir ce que tu fais par amitié, quoi. Et on tombe amoureux l'un de l'autre de ce que l'un et l'autre proposent sur scène. Sauf que moi, à l'époque, je suis un chanteur qui imite un peu, mais je n'ai même pas la vocation de faire rire les gens. Ce n'est pas du tout ça. Moi, j'ai un récital, je chante, de temps en temps, une imitation. Ah, il chante bien, et c'est tout. Et puis Fabien me dit, voilà les rencontres. Alors là, pour le coup, c'est la lumière, c'est pas les gens qui t'éteignent. Et il me dit, bon, on va faire vite. Tu te rends compte que tu es drôle dans tes interventions sur scène, dans tes intermèdes entre deux chansons. Je confirme, je confirme. Tu m'as fait mourir de... Ah oui, mais j'étais très, très, très loin de ce que tu as vu, très, très, à des années-lumière. C'est juste, comment dire, tu vas voir un spectacle, par exemple, je sais pas moi, tu vas voir Benabar, tu vas voir, tu sais, des chanteurs qui, tu sens qu'ils ont autre chose que la chanson. C'est-à-dire qu'il y a un fil conducteur et entre les chansons, ils t'emmènent quelque part. Eh ben, à mon petit niveau, c'est ce que j'essayais de faire, mais sans m'en rendre compte. Je trouvais qu'un récital chanté pour chanter, c'était bien de leur expliquer où j'allais. Et apparemment, j'avais une pointe d'humour naturelle, quoi. Et Fabien me dit, voilà, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. On reste en contact. Je la fais courte parce que l'histoire est un peu plus longue que ça. Et c'est le mec le plus loyal que j'ai rencontré puisqu'il m'a dit, je t'écrirai un sketch. À l'époque, il écrivait des sketchs pour d'autres aussi. Et bref, et il m'a écrit un sketch. Et dans ce métier, c'est rare ceux qui tiennent des promesses. Et j'ai joué ce sketch pour lui faire plaisir. Parce que, encore une fois, il m'a écrit le sketch. Allez, je vais le faire pour lui. Et deuxième révélation dans ma vie, aussi forte que celle de la radio à 15 ans. J'ai 32 ans. Et je me dis, c'est ma place. C'est-à-dire qu'en 10 minutes, je fais un sketch pour faire rire les gens. Je fais rire 3 personnes sur une salle de 500. Ah C'est ouais. ce qu'on appellerait aujourd'hui un bide absolu. Oui, c'est ce qu'on appellerait un flop. Et moi, encore une fois, comme à l'époque où je cherchais pas à être célèbre, je cherche pas à. On m'a donné un sketch. Par contre, c'est 3 personnes qui ont ri. Par contre, c'était 3 sur 500, mais un rire. Et un rire, voilà. Qu'il faut rire toute la salle, du coup. Tu sais quoi? Donc à l'époque, moi je suis chanteur, donc je ne me juge pas. Je m'en fous, ça passe, ça passe, ça passe pas. Attention, on parle même pas à l'époque de stand-up, de machin comme aujourd'hui. Il Ouais. faut se remettre. Non, mais c'est super intéressant ce que tu dis. Je ne me juge pas. Ça, c'est hyper intéressant. Mais je me juge pas comme je me jugerais dans la chanson, tu vois. Ouais, d'accord. Il m'aurait dit, alors c'est très intéressant. Il m'aurait dit, viens chanter une de tes propres chansons, j'y serais pas allé. Il m'a dit, viens faire un sketch
Bon, moi, je ne suis pas humoriste. Viens faire un sketch, je te l'écris, je le joue, et c'est la révélation parce que les gens que j'ai fait rire, les rires que j'ai eus, waouh, c'est ça. Oh, c'est ça que je veux faire. Et en discutant avec Fabien, on a peut-être discuté des heures, des jours sur comme notre interview. T'es qui, tu fais quoi, tu vas où, pourquoi, Dovatia, pas machin. Et tout à coup, Fabien, il me dit, mais pourquoi tu te mettrais dans une case, Roche? Joue. Tu sais quoi, aujourd'hui, il y a le one-man show. Fais du one-man show, t'es fait pour ça. Chante, joue la comédie, imite, fais ce que tu veux, quoi. C'est Tu ce que t'en tu aimes. fous des étiquettes. Et en plus, t'es drôle. Alors, bien sûr, on va être dans une case tout de même d'humour. Il faut bien qu'à un moment donné, tu saches ce que tu vas voir. Et donc, je suis rentré dans cette case d'humour. Et, en n'ayant qu'un seul but là, c'est d'y arriver. Et tu vois, la peur, je me suis retrouvé sur des plateaux parisiens, en mode, à l'époque, le Chinchman. Tu arrives à Paris, tu montes, tout le monde parle que de ce plateau-là. Et en fait, quand ça ne plaît pas, tu as une cloche qui retentit, ting, 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 et tu dois dégager. Ah, c'est horrible. C'est un peu la peur. Moi, je n'ai jamais fait de sketch de ma vie. Moi, je me souviens toujours, je ne sais pas pourquoi, c'est écrit des vannes. Et il y en a une, elle prend un mur, mais monumental sur, je ne sais pas, à l'époque, il y avait Poujadas qui présentait les JT. Et je fais une blague sur la moumoute à Poujadas. Et il y a un espèce de blanc. Et dans ta tête, tu dis, ah, je vais prendre la cloche. Et la cloche retentit pas. Je refais une vanne derrière. Et là, elle explose. Elle cartonne. OK. Et t'imagines? Et il fallait que moi j'habitais dans le sud et j'allais toutes les semaines ou toutes les 2 semaines à Paris pour aller me tester dans à l'époque on n'appelait pas ça des comédie clubs, dans ces scènes ouvertes. Après je fais le Field à Paris où là le Field ils s'y sont tous passés, Gad Elmaleh, tous. Et je suis pris et je suis élu artiste de la semaine. Donc ça me donne confiance et ainsi de suite. Ils viennent me voir et puis là je fais le Festival d'Avignon. Tu parles d'une peur. Arrive dans la cour des grands. Ouais, ouais. Et fais comme si tu en étais un. Oh, très, très dur, très, très dur. Festival d'Avignon, tu parles d'une peur, il faut se vendre, il faut flyer. Il faut dans la rue dire bonjour, venez me voir à 19h ce soir, il y a 1500 spectacles par jour, parce que je suis drôle. Le premier jour, littéralement, j'ai 30 ans, enfin plus, j'appelle ma mère et je pleure. Je pleure. Je dis maman, j'arrive pas à me vendre dans la rue, quoi. Mais par contre, je sais que sur scène, je suis à ma place. Et là, l'entrepreneuriat rentre en jeu. Comment mieux te vendre? Je rencontre les bonnes personnes. Outre Fabien, il y a Nilson José dont j'ai parlé tout à l'heure, qui m'explique comment on fait bien une plaquette, bien un truc, comment tu te vends dans la rue comme un. Et donc, Tu te fais accompagner, en fait, tu te fais coacher, tu écoutes les Ouais. conseils. Et j'ai compris 2 choses. C'est je suis mon propre concept. Arrête d'inventer des concepts, je suis mon propre concept. Parce que alors, moi, je suis champion du concept. Hein. Il faut que calme-toi, fais ton truc. Je suis mon propre concept. Et ensuite, en 2, vois-toi comme un produit. Tu dézoomes, clac, et tu te regardes comme un produit. Et comment tu vendrais ce produit? On vend toujours mieux les autres que soi-même. Eh ben, parce que les autres, on sait, on a le recul. Et ils m'apprennent à faire ça. Attention, ça a mis des mois, des années. Ça m'est d'ailleurs, parce que je ne peux pas lâcher toujours le métier d'animation. Je suis aussi animateur aux Galeries Lafayette, comme j'en parle dans le spectacle. Je ne peux pas lâcher ça. Je vis de ça. Hein. J'ai des enfants, il faut que. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, dans ce parallèle, pendant 3-4 ans, j'ai peur, mais je n'ai qu'un but, c'est je sais que je veux être là, je suis à ma place, ça prendra le temps que ça prendra, mais j'arrêterai d'animer des mariages et il n'y a pas de... J'ai fait ça pendant 10 ans, je crache pas dans la soupe, je savais ce que je voulais et ce que je ne voulais plus. Eh oui. Et ma grande fierté, à l'heure d'aujourd'hui, elle y est toujours, puisque je suis toujours dans ce mood-là, c'est que depuis le 1er juillet 2015, je n'ai rien fait d'autre, Covid ou pas Covid, je suis toujours là, je n'ai rien fait d'autre que mon métier de comédien avec mes one-man shows. Il n'y a plus besoin d'aller faire autre chose. Donc, juste ton concept, du coup. Juste, voilà. Juste ton concept.
Ok. Après, voilà, il y a encore d'autres steps. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'essayer tu vois, il y a des régions où je grandis un peu en notoriété, donc on commence à faire des salles. Je suis passé par, j'ai fait des belles salles. J'ai joué à l'Olympia, j'ai joué certes en première partie, mais par contre, j'ai commencé à remplir des salles importantes comme chez moi à Marseille, l'espace Julien, qui est un lieu important des concerts et de l'humour. On a réussi à remplir tout ça. Euh, voilà. Et step by step. Et là, je commence à faire des salles sympas. Et tu te dis, allez, qui serait cool, c'est d'avoir un tout petit peu plus de visibilité. Voilà. Et dans cette visibilité-là, pour te permettre eh ben, de prendre ton pied dans des salles incroyables. Tu vois, j'étais à Perpignan hier, 530 personnes. Ça paraît rien dire 500 personnes. C'est pas mal. C'est des heures de travail pour amener 500 personnes dans une salle. Des heures et des heures de travail. Voilà. Donc avec le temps, j'ai su m'entourer, trouver aussi les bonnes personnes, parce qu'il y en a eu aussi beaucoup de mauvaises. Donc, Ouais. as le pendant, tu vois un peu plus les bons avec le temps. Donc voilà où j'en suis. Non, mais c'est vachement bien ce que tu dis parce que c'est vrai que bah, l'environnement, les gens dont tu t'entoures, les rencontres, plus ou moins bonnes, te font en fait avancer ou freiner ou réavancer ou freiner. Et donc, ça fait plaisir de savoir que là aussi, il y a du step by step. Il y a, j'ai fait un choix, bon, c'était peut-être pas le bon, mais je me réoriente mais je ne perds pas de vue mon objectif. Ouais. Donc j'adore, tu as dit une phrase, c'est j'ai peur, mais en gros, j'y vais quand même, quoi. Ah oui, clairement. J'ai peur, Clairement. mais j'y vais quand même. Selon toi, quelles sont les grandes qualités que tu as dû développer pour continuer malgré la peur? Ah. Et celle sur laquelle je travaille toujours, et c'est Fabien m'a dit un jour, 1 vaut mieux que 0. Hmm. Et en fait, c'est ça. Quand tu as compris ça, tu avances. Alors explique-nous. Je fais ou pas cette vidéo? Et dans ta tête, tu te dis, ah ouais, si je fais cette vidéo, j'ai un concept. Donc, je vais pouvoir faire ça. Je vais pouvoir en faire d'autres. Et nanana, et je pourrais partir là, et je pourrais partir là. Et tu le fais pas. Hmm. Parce que tu attends que ce soit parfait. Parce que tu attends tu vois, que ta lumière soit meilleure. Tu attends que ton truc. Et ça. Tu fais référence à notre petit truc juste avant l'enregistrement. J'étais à contre-jour. Et eh ben, ça, par contre, c'est permanent. Le 1 vaut mieux que 0, c'est-à-dire fait. Même Et si c'est pas parfait, même fait. si c'est pas parfait, même si tu te plantes, 1 vaut mieux que 0. Et pour avoir voyagé, évidemment, ça, c'est la culture anglo-saxonne. Le cliché, on a dû te le dire, aux États-Unis, une banque prêtera plus à quelqu'un qui a fait 4 dépôts de bilan qu'à quelqu'un qui n'en a pas fait. Euh, Parce que ça veut dire qu'elle a eu de l'expérience, ça veut dire qu'elle s'est plantée, ça veut dire qu'elle ne recommettra pas 2 fois les mêmes erreurs. Et donc, on accepte de se planter. Et nous, peut-être que dans notre culture, on est un peu plus embêté avec ça. Et puis alors moi, j'ai aussi, en fait, voilà, le 1 vaut mieux que 0. Je n'ai pas arrêté toute ma vie de l'appliquer sans le savoir, notamment monter sur scène, tout ça. Par contre, le jour où il a fallu faire des vidéos et les réseaux sociaux, et ça l'est encore, c'est compliqué pour moi. Ok. C'est compliqué parce que Ouais, c'est quoi qui est compliqué pour toi? ben, ce qui est compliqué, Tu n'as pas de micro, tu n'es pas sur scène. ouais, c'est pas mon environnement. La scène, c'est mon salon, hein. La scène, c'est par exemple, on me dit souvent le track, pas le track. Ouais, j'ai le track un jour avant. J'ai le track 2 minutes avant. Mais entre-temps, pourquoi? J'ai le track, c'est même pas le track, c'est 2 minutes avant, je me mets dedans. C'est OK, d'accord, dans une sorte de bulle. J'ai le track la veille parce que je me dis, voilà, j'espère que la salle sera remplie, ou alors j'espère que je décevrai pas tel ou un tel. Mais au moment où tu y es, au moment où tu rentres dans la salle, quand tu sais que les gens vont arriver, que tout ça, non, là, c'est que du bonheur. C'est génial, quelle belle vie. Et là, on y va. Et donc, j'ai même, par exemple, le Festival d'Avignon en 2019. Tiens, tu parles. 2019, je suis à mon 5e ou 6e festival. Et Donc ça y est, tu incarnes. Tu voilà, incarnes.
j'ai mon réseau, je remplis mes salles, mes petites salles, mais en tout cas, je les remplis. Et là, on me propose d'aller au Capitole, un des théâtres majeurs du festival. Mais ce n'est pas le moment dans ma vie perso. C'est même le pire moment de ma life. Ah ouais, ok. Voilà. C'est le pire moment, celui où tu es dans farce complet, tu veux entendre parler de rien. Et j'ai cette opportunité de refaire un festival d'Avignon. J'ai même pas l'argent pour le faire. Il n'y a absolument rien qui va. Il y a Et tout qui a explosé dans ta vie personnelle. voilà, là, c'est la vie perso a pris le dessus, machin. J'ai d'autres combats à mener. Et puis, ça fait 1 an que j'essaye d'écrire le nouveau spectacle. Et j'y arrive pas. Pas une ligne. Rien, 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 rien. Et là, le directeur du théâtre m'appelle et me dit, écoute Philippe, c'est marrant, il y a un gars qui a réservé le théâtre au créneau que tu voulais. Oui, parce que l'année d'avant, je voulais y aller et le créneau était déjà pris. J'avais dit non et comme ma vie personnelle, c'était compliqué, je n'avais pas insisté. Eh bien, le directeur du théâtre m'appelle et me dit, le créneau qui avait été pris se libère, mais par contre, si tu veux faire Avignon, il faut que tu me donnes une réponse maintenant, ce Non. soir, ou plus tard. Et les inscriptions se terminent dans 10 jours. Quand on dit inscription, c'est faire une affiche, faire un pitch. Et moi, je lui dis, je ne vais pas revenir avec le même spectacle que depuis 3-4 ans. Là. Donc, si je viens, c'est avec un nouveau. Et je n'ai pas le nouveau. Bon, et je ne sais pas, j'ai ce truc de me dire, bon, je te rappelle ce soir. Tu sais, allez, réfléchis. J'appelle Fabien Olicard, j'appelle Yannick Bourdel, qui est aussi à l'époque le nouveau gars avec qui je veux travailler. Et je les appelle et je dis, les gars, voilà ce qui m'arrive. Les deux me connaissent. Ils me disent, Philippe, fonce. Oui, mais tu sais que tout le monde dans le métier dit qu'il ne faut pas faire Avignon sans avoir un spectacle déjà rodé. 1 vaut mieux que 0. Et ça a changé littéralement ma vie. J'y suis allé. Et tu vois, c'était en 2019. Et pourtant, il y a eu le Covid au milieu et c'est jackpot. Aujourd'hui, c'est l'inverse. J'étais au fond du trou. Aujourd'hui, je nage. Ça ne veut pas dire qu'un jour, on n'y retournera pas. Mais en tout cas, c'est ça qui m'a sorti du truc. Donc, c'est-à-dire pendant ces 10 jours, tu as pris cette décision, tu as dit, OK, je fonce, j'écoute mes mentors parce qu'ils agissent un peu comme des mentors. J'avais besoin, ça c'est très important, on a tous des mentors. Je pense que même Einstein, même Bezos, tout ce que tu veux, les grands de ce monde ont des mentors. C'est obligatoire. Et voilà. Et après, moi, j'avais la validation de ces gens parce que aussi, je me sens. On fait souvent du ping-pong hein, dans le monde du spectacle. On écrit, mais on a quand même besoin d'avoir ce rapport de. J'ai du mal à me faire rire tout seul. Oui, tu as besoin d'un retour. Voilà. Les vannes, elles arrivent. Les vannes arrivent, mais il faut que je fasse rire mon pote, quoi. Ouais. Je t'ai fait rire? Ah, c'est bon, ça marche, je la mets. Alors, on peut se faire rire et je vais la mettre dans mon spectacle, mais avec mon metteur en scène, avec mon co-auteur, c'est autre chose. Et bon, voilà. Et donc, du coup, j'ai fait ça. Et là, c'est facile. Le 1 vaut mieux que 0. Je l'applique. J'ai pas de spectacle. J'ai juste Et Dieu créa la voix. Je me dis, je vais faire un spectacle sur ce qui m'anime depuis tout petit, la voix. La première fois devant le micro, j'ai dit, je ferai quelque chose derrière un micro, la voix. Tu as l'idée qui arrive. J'avais enregistré, ma fille était née 2 ans auparavant, j'avais enregistré sa voix à la naissance. C'est la première chose, j'avais pris mon téléphone. Dans le spectacle, on en rigole. On entend dans le spectacle. Mais la réalité, c'est que j'avais mon téléphone, que je l'ai posé, et je l'ai même oublié. Hein, tu as autre chose à penser et à voir. Mais par chance, j'avais bien appuyé sur le rec, et résultat, j'ai le premier son de ma fille. Donc, il y a tout ça, et je dis, OK, on fait un spectacle sur la voix. J'avais fait un shooting photo 1 mois auparavant. On se dit celle-là, on se dit la couleur, on y va, bim. Je pars à Lyon parce que j'ai un café-théâtre où je tourne souvent. Ils me font confiance, je leur annonce la nouvelle. Ils m'ouvrent les portes du café-théâtre. Et pendant 1 semaine, on crée le spectacle et on le joue le soir. C'est une résidence. Et les gens, ils sont au courant. Ils viennent voir une création. Ouais. Le premier jour, au bout de 18 minutes, j'ai plus rien. Absolument plus rien. Les gens sont venus pour 1h30. À 18 minutes, j'ai plus rien de nouveau. Alors, je vois les yeux de mon metteur en scène, c'est au fond comme ça, qui commence à friser. Et elle était tout, ses cheveux et tout. Je sens que. Et dans ma tête, j'ai dit, ah ouais, on est au bout là. On a écrit que 18 minutes.
après, tu te rattrapes parce que tu as un peu de métier. Et puis tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et à la fin de la semaine, on sait qu'on a un spectacle. Il sera ce qu'il est. Hein. Et à Avignon, effectivement, j'ai rencontré, on a fait carton plein. Alors évidemment, hein, c'était de la création tous les jours. Il y a eu des moments de grâce, puis il y a eu des moments où, on me le dit encore, il y a eu des jours où j'ai eu gagné pour 4 ans de contrat, et il y a eu des jours où j'ai perdu des gens qui sont revenus aujourd'hui pour voir comment ça avait évolué. Et là, depuis, même s'il y a eu le Covid, il y a 2 ans et demi de tournée pleine. Et ce spectacle, j'en suis, voilà, je m'éclate à fond, quoi. Et il m'a sauvé parce qu'il m'a permis de me faire un nom dans le métier. C'est celui qui a été le vrai déclencheur. Et puis parce que j'ai jamais autant tourné, j'ai jamais autant rempli mes salles. Et il m'a permis de gagner ma bataille personnelle aussi. Ouais, alors justement, je voudrais juste revenir là-dessus parce que c'est souvent, il y a une grosse corrélation entre la vie personnelle et la vie pro. Il y a des choses qui basculent de l'une à l'autre. Et du coup, c'était presque cette création, le moment où tu t'es dit all in, j'y vais all in, voilà, j'ai 10 jours et j'y mets tout ce que j'ai, parce que c'était ça avant Avignon. C'était au moment où c'était le plus compliqué pour toi personnellement. Ça t'a pas empêché d'y aller. Et au contraire, peut-être que même ça t'a poussé. Qu'est-ce que tu dirais? Est-ce que tu t'es dit, allez, je me fonde parce que ça va me faire du bien et c'est l'opportunité de ma vie, ça t'a permis de mettre ça de côté pendant cette création-là? Je peux pas aller plus bas. Alors, ma foi. Rien à perdre. Soit j'y reste. Après, c'est une question de tempérament. Mais j'applique vraiment le 1 vaut mieux que 0. Et juste pour faire le parallèle à la vidéo, c'est que la vidéo, t'imagines, moi, mon meilleur pote, c'est Fabien Olicard. C'est ce qu'il est devenu quand même sur YouTube. Moi, je suis là quand il crée les vidéos et qu'il a même pas lancé les vidéos. Et lui, il me dit, vas-y, fais tes vidéos. Le gars, il a fait une vidéo par jour pendant 1 an. Personne faisait ça à l'époque. Aujourd'hui, ça nous semble, mais personne. C'est-à-dire que quand tu es le number one, le gars qui fait quelque chose, ou la fille qui fait quelque chose que les autres ne font pas. Et moi, je suis incapable de le suivre là-dedans. Je suis incapable. Je suis incapable parce que, pour le coup, j'arrive pas à appliquer le 1 vaut mieux que 0. Je me fais pas confiance en vidéo. Et comme c'est assez facile, puisque finalement, à l'époque, je peux continuer le métier sans forcément les faire, après, depuis, je m'y suis mis. Hein. J'ai fait mes vidéos, je fais mes machins, voilà. Et puis, je commence à y trouver je commence à y trouver un certain plaisir. Et c'est récent, depuis l'année dernière. Et d'ailleurs, je suis passé, après, j'ai pas beaucoup de followers, tu vois, mais je suis passé de 1000 à 12 000 abonnés en 1 an, alors qu'en 5-6 ans, ça végétait à 1000 personnes. Et parce que depuis l'année dernière, je prends du plaisir à faire mes vidéos. Et oui, donc ça veut dire que tu t'es fait violence un petit peu. Ça fait 5-6 ans que je fais des vidéos. Ouais. Mais sans avoir cette assiduité que certains ont eue, ou à tout du moins en me forçant. Et depuis 1 an, je prends vraiment du plaisir, et notamment sur des choses où je m'interdisais beaucoup de choses. C'est-à-dire écrire des vidéos, écrire des sketchs, j'en ai fait mais des tonnes, mais je les ai jamais mis en ligne. Pour le spectacle, au moment où j'allais le plus mal pour le spectacle, là j'ai appliqué le 1 vaut mieux que 0. Je suis à 0, il vaut mieux tenter. Et si ça marche pas, ma foi, et alors? Et alors? On n'est pas grand-chose, hein, demain, hop, et puis voilà, hein, la vie continue, pour d'autres et pour tout le monde. Donc, et je dis ça, ça paraît simple, mais tu vois, il faut toujours en fait se l'appliquer, se le dire. Moi, c'est ma règle principale. Moi, j'ai souvent 1% par jour égale 365% à la fin de l'année. Donc, le petit pas que tu fais par jour, ça te permet d'augmenter, peu importe dans n'importe quoi. Donc, c'est le 1, le 0, je pense que ça veut dire exactement la même chose. Ça veut dire la même chose. Ouais. Donc, c'est génial. En tout cas, ça veut dire que même toi, à ton niveau, ça veut dire que tu te fais violence quand même sur le 1 de plus par jour. Exact. C'est top. Et donc maintenant, je voudrais juste... donc, tu vois, on n'a pas répondu à cette question. Qu'est-ce qui, selon toi, quelles sont les qualités principales à développer pour justement continuer et suivre ses rêves, se faire, voilà, dépasser ses peurs? Qu'est-ce qui, pour toi, est fondamental? Est-ce que c'est la persévérance? Est-ce que c'est la détermination? Est-ce que c'est la magie, l'intuition, l'instinct? Là, je vais me livrer
pleinement sur quelque chose qui m'a beaucoup touché l'année dernière. Mais alors, vraiment beaucoup touché. Et ça va répondre à ta question. L'année dernière, je me fais piquer des sketchs. Oh, La vie, ça fait partie du truc. Et on me traite d'imposteur dans certains coins, tu sais, parce que tu rends célèbre un sketch à partir du moment où il est devenu visible du grand nombre. Et, on me traite d'imposteur. Entre-temps, tout s'est arrangé, parce que j'ai des vidéos qui traînent, mes sketchs sont déclarés, les choses se sont arrangées. Mais à ce moment-là, je me suis mis à regarder ces autres, chose que je ne faisais pas. hmm. Et dans cet écœurement, dans cette injustice, je commençais à me perdre. Et qu'est-ce qu'il me faudrait pour la suite? C'est ce que je fais déjà depuis quelques mois maintenant, me recentrer sur moi-même, et me faire confiance. Et il y a des choses que je ferai bien, des choses moins bien, et continuer là-dessus. Donc, si c'était bien ça le sens de la question, qu'est-ce qui fait pour mon évolution? Continuer à appliquer, de dépasser mes peurs, d'aller toujours, voilà, j'ai franchi un step, eh ben, on reste pas dans ce mood-là, on avance. Euh, et surtout, ouais, j'avais perdu confiance en fait quelque part aussi. Tu vois? Ouais, justement, c'est ma question. Comment tu as fait pour avaler la couleuvre? Allez, déjà j'ai appelé, voilà, enfin on a on a discuté, et ça s'est plus ou moins arrangé. Heu et hem et je me suis rendu compte que la personne n'était pas forcément au courant parce que, tu sais, dans ce métier, il y en a qui écrivent pour les autres et certains prennent des choses qu'ils vont donner Ah à ouais. quelqu'un et ce quelqu'un n'est pas obligé de savoir, tu vois? Donc voilà, bien m'en a pris de vouloir discuter. Heu Et comment j'ai fait? C'est qu'à un moment, déjà, il y a de la place pour tout le monde dans ce métier et un truc important, c'est sa propre créativité. Que ce soit dans mon métier, dans ton métier, dans d'autres métiers, il y a de la place pour tout le monde et puis, on m'a appris quelque chose, mais il y a qu'un truc qu'on ne me prendra pas et tu as déjà la réponse, j'ai pas besoin de le dire. Il y a qu'un truc à toi, à n'importe qui, on ne vous volera pas ce que vous êtes. Ouais. Ça, tu sais, souvent, il y a des expressions: «Tu as fait ça, on te l'enlèvera pas». Ce que tu es, enfin, tout du moins, on n'a pas le droit de te l'enlever. Et moi, voilà, je me suis dit, en fait, j'ai réécrit d'autres sketchs qui marchent aussi bien que ceux pour lesquels j'avais été blessé. Et je me dis, voilà, c'était peut-être aussi, peut-être que je l'ai joué aussi depuis un petit moment. Il était temps de créer des nouveaux, tu vois. Ah, Voilà. c'est génial. Donc, ça veut dire que tu l'as transformé presque en opportunité. Maintenant, je fais d'autres choses, de la nouveauté. Et Exact. est-ce que tu as développé de la gratitude pour cet épisode-là? Oui, 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 tu vois, si je suis dans cette étape-là maintenant. Ouais. Je suis dans cette étape-là. Et, et puis, je pense quand même que voilà, à un moment donné, les choses, elles se remettent en place. Si tu avais un mot de la fin à dire à peut-être des artistes qui doutent d'eux-mêmes ou des personnes voilà, qui soit regardent trop les autres ou se disent, OK, est-ce que je continue? Est-ce que j'abandonne? Quel est le conseil que tu leur donnerais? Euh, Ah, je te pose une colle là. ouais, 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 non, parce que tu essayes de trouver assez d'habitude. Moi, je suis toujours pour dire des bêtises. Donc, du coup, là, d'un coup. Mais tu peux. Reste toi-même. Oui, oui, oui. Alors, bon, non, le conseil, c'est de ne pas perdre ce qu'on voulait au départ, quoi. Posez-vous, enfin, il y en a plein qui ont fait des livres sur ce sujet, et j'ai pas les références, mais c'était quoi? En fait, dans les moments où tu te poses 1 milliard de questions, où tu te fais des remises en question sur toi-même, qu'est-ce qu'il voulait? C'est l'adolescent, il te dirait quoi? Ah, donc, c'est cette reconnexion à l'enfant intérieur, Moi, tout le temps. ton rêve d'enfant. Ça en fait partie, c'est, à un moment donné: «Mais attends, t'as ça, prends du recul là-dessus,
il serait. Alors là-dessus, bien sûr, tu vois, l'adolescent, il dirait, par exemple, moi, j'ai fait à peu près dans ma vie perso tout le contraire de ce que je m'étais dit quand j'étais ado. Perso, dans la vie personnelle, tu vois, j'avais des idées de la vie, je me marierai jamais, machin, tu vois, j'ai fait plein de choses complètement différentes. Par contre, donc ça, tu vois, tu peux prendre conscience de ça et en rire, euh, mais au plus profond de toi-même, dans ce qui t'habitait quand tu étais gamin, tes rêves de gamin. Tes rêves de gamin, si ouais, je pense vraiment que si on arrive à assouvir ça, tu vois, par exemple, si tu rêvais d'être astronaute, c'est pas forcément le but d'être astronaute, mais ça t'emmène vers quelque chose quand même. Et c'est ce chemin-là qu'il faut prendre. Bon, voilà, donc le conseil, écoutez, voilà, le gamin que vous avez été, ouais, certainement, ou le gamin qui est toujours, qui est Ouais. toujours là, ces Ça veut rêves-là. dire l'enthousiasme, l'insouciance, l'innocence. Les enfants, ils y vont. Hein. Ils Ouais, ne demandent pas. exactement. Et puis, alors il y a un truc qui pour moi a toujours été important, c'est l'aspect financier des choses. C'est-à-dire, quand moi j'ai fait la bascule d'animateur, chanteur à artiste, humoriste, ça a mis 4 ans. Mm. Ça a mis 4 ans parce que je ne pouvais pas tout lâcher. Donc je me suis pas dit, bah, je ne peux pas y arriver. Il y a le crédit à payer, il y a la voiture, il y a machin, il y a ceci. Je me suis dit, il y a ça à faire, il y a ça à payer, mais est-ce qu'on peut s'en donner les moyens? Alors comment on peut faire? Ça prend le temps que ça prend. Et ben, du coup, on va prendre tes billes, on va faire comment? Est-ce qu'il faut en parler à la personne avec qui tu es? Il faut ta. Et donc, à partir de là, c'est faux de se dire ah non, mais moi, je pourrais pas. Souvent, dans notre métier, on le sait, hein, que c'est une année sur l'autre, 2 ans maximum. Moi, je sais que là, je suis programmé jusqu'en 2025, mais après 2025, Je sais pas. un artisan, quelqu'un, mais même un boulanger, son affaire, elle marche N'importe bien, qui. mais N'importe qui. 24, elle va bien marcher. La preuve avec ce qu'on a vécu il y a quelques temps. Et c'est vrai que si j'avais un conseil à donner, voilà, en fait, je pense que c'est marrant, on revient toujours sur la même chose. Ben, si vous avez peur, c'est normal, mais essayez de vous poser en vous disant, allez, on va schématiser tout ça et on va voir comment je peux la dépasser. Si mon voisin, il la dépasse en un jour, tant mieux pour lui. Si moi, il me faut 2 ans, eh ben, ça mettra 2 ans. Est-ce que ça vaut le coup, tu penses, de se poser la question aussi, de se dire, bah, sur mon lit de mort, voilà, quand je serai sur mon lit de mort, qu'est-ce que je vais regretter de ne pas avoir fait? Ouh, qu'est-ce que je vais regretter? Heu, alors je sais pas, Parce que toi, du coup, tu écoutes tes rêves, tu écoutes tes intuitions. Du coup, normalement, tu ne devrais pas regretter quelque chose. bah, on parle du professionnel. Ouais, on parle du pro. Non, je pense, ouais, le professionnel, heu, bah, si bah, ça dépend quand ça arrive. Difficile de répondre à cette question. Heu, En tout cas, moi, ma réponse, c'est que je voulais vivre de ma passion. Aujourd'hui, c'est mon métier. Ça, c'est important aussi. C'est plus ma passion. Ça ne veut pas dire que je n'aime plus ce que je fais. C'est que c'est mon métier, complètement différent. Mais tu n'as peut-être pas l'impression de travailler parce que c'est une passion. Ouais, mais voilà. Mais par contre, en fait, c'est tout le travail d'à côté, quoi, qui fait le métier. Et, et ça, je me l'étais dit. Quand je suis sorti du lycée, euh, je me suis dit, voilà, je veux faire un métier que j'aime. Ça, c'était clair. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que après l'animation, j'ai switché. Après ceci, j'ai switché. Et puis j'avais peur d'eux, mais du coup, j'ai dépassé cette peur parce que voilà, c'est le gamin que j'ai été a toujours voulu. Non, non, là-dessus, je veux faire ce que j'aime dans la vie. C'est non négociable. C'est ça, vraiment, vraiment non négociable. Et, et donc, sur le lit de mort, je ne sais pas. Parce que je sais pas. Euh, Rien. Peut-être rien. Peut-être que tu fais déjà tout ce que tu veux et que tu n'auras aucun regret. Je me suis mis à chanter avec ma voix dernièrement parce que j'ai créé un conte musical pour les enfants. Oui, j'ai vu ça. Mais Et c'est c'est la mais première avec fois quoi, que WhatsApp?
avec vraiment que ma propre voix, sans prendre la voix des autres, sans faire des bruitages, des trucs comme ça. Et, euh, et c'est marrant parce que quand il a fallu jouer ces personnages et raconter une histoire au travers de chansons sans raconter, sans se faire des, comment je pourrais dire ça, reprendre des chansons existantes, en créant vraiment, c'est plus un spectacle familial euh, orienté pour les enfants. Mais je passe par là et là on me dit, dis donc, ça fait une jolie voix. Et les gens ne savent pas que je suis imitateur. Eux, ils arrivent avec un prise, ils voient un comédien, et dis donc, et machin, et on peut le trouver où, votre album, votre machin, et tout. Alors voilà. Ah bah, faut le dire à Dovatia. Oui, on va appeler Dovatia, et on peut dire, moi, j'ai ramené la porte, j'avais un projet pour toi. Et, et donc, ouais, si. Avant que si tout ça est possible, peut-être repasser par euh, assumer de faire quelque chose avec ma propre voix. Voilà, tiens. Ok. Et là, au moins, j'aurais. Ce serait une belle revanche, en Voilà, plus. ce serait pas mal. Ah, c'est génial. Et qu'est-ce qui t'a animé à faire ce spectacle d'enfant? C'est l'arrivée de ta fille? Euh, alors, ça aurait pu, c'était beau comme histoire, mais non. C'est un dommage, tu m'as cassé le truc. C'est Covid. Covid, donc bah, voilà, on tourne en rond, on ne sait pas, et puis surtout l'incertitude. Mhm. Dans l'incertitude, ben, la peur, hein. Et dans la peur, comment je fais? La Donc, création. entrepreneuriat, ça veut dire quoi? Ça veut dire anticiper, ça veut dire se projeter. Et donc, on est en février au fond du truc. Euh, c'est sur le deuxième, celui qui a duré vraiment longtemps. Nous, dans le spectacle, on s'est arrêté de novembre à juin. Mhm. Et on ne pouvait plus exercer. Et, euh, et donc, en février-mars, famille recomposée, il y a du monde à la maison, puis je vois les enfants qui, hein, et je vois la fille de ma compagne qui arrive comme ça dans le salon. Moi, j'ai une guitare, parce qu'il bon, y a toujours de la musique, toujours à la maison. Et, euh, et donc, elle passe comme ça dans le salon et je la vois pleurer. Et puis, je la regarde, je suis intrigué, et elle appelle sa mère. Et sa mère est au premier étage. Et elle s'arrête de pleurer. Et tout à coup, elle me regarde, elle fait, quand je pleure assez fort, maman, elle vient. Et elle repart. Génial. Génial. Et là, il me vient une chanson. La chanson, bon, du crocodile, des larmes de crocodile, quoi. Mais vraiment sans idée de spectacle. Sauf que cette chanson, bah, elle est là, elle réintervient dans des soirées, et puis tout le monde la chante, et puis tout à coup, une idée entraîne une autre. Et je me dis, mais c'est vrai, j'ai pas mal de potes à moi qui ont un spectacle tout public, et en café-théâtre ont aussi un spectacle jeune public. J'en parle à ces potes-là, et voilà. Et de fil en aiguille, je me dis, bah tiens, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Est-ce que je vais retrouver cet élan parce que je commençais à remplir des salles et tout ça. Moi, j'adore le café-théâtre et je suis issu du café-théâtre dans ce métier. Et eh ben tiens, si en revenant, là, c'est vraiment le côté entrepreneur qui prend le dessus et qui dit, bah, tiens, si on pouvait proposer aussi le même jour un deuxième spectacle, si tant est que ça te plaise, hein. N'oublions pas la promesse du début. Il faut que ce soit du plaisir. Et donc voilà, on crée le spectacle. Comme on a du temps, je le crée pour les enfants. Euh, la finalité et tout ça. Je m'entoure de Nilsson, dont j'ai parlé au début, qui est aussi auteur pour spectacle jeune public. On l'écrit à deux. Euh, et je prends Émilie aussi à la mise en scène. Bref, on est trois, encore une fois. J'aime bien aussi le chiffre 3, de se retrouver, de faire du ping-pong. Et je le joue et je me suis régalé. C'est-à-dire que le retour des gosses, c'est monstrueux. Et donc, on part en stand-up avec les gamins. Ah, C'est un génial. truc de fou. Et comme j'en ai, forcément, j'imagine que j'ai une sensibilité qui fait que ça parle. Et donc, du coup, c'est aussi une aventure euh, qui se passe plutôt bien, qui accompagne ma tournée classique. Bon, c'est génial.
C'est génial. Ben, on viendra le voir avec les enfants. Dommage qu'il ne soit pas plus petit parce que je pense que ça s'adresse 15 ans, ça fait un petit peu juste. Honnêtement, j'avais mis 3-10 ans. Ouais. Et, je suis passé dans un super café-théâtre qui s'appelle le théâtre Gerson à Lyon. Et ils m'ont fait confiance. Et ils avaient pendant les vacances pas mal de jeunes, dont des centres sociaux qui viennent découvrir le théâtre et tout. Et du coup, il y a des jeunes ados qui sont mélangés aux enfants et ils viennent finalement pour leur faire plaisir. Et j'ai reçu un nombre de témoignages de dingue d'ados, hein, Mhm. qui viennent te dire: «Ah, monsieur, c'était sympa votre chanson, euh, franchement, hein, hein, et bah, du coup, heu, tu sais, tu réajustes un peu deux trois trucs et en fait, maintenant, c'est un spectacle à partir de 3 ans. Donc tu peux venir en famille et vraiment passer il y a une double lé j'aime bien, il y a une double lecture. J'étais en train de m'écouter parce que une double lecture, bon, oui, il y a disons que, j'ai voulu que ce soit pour les gamins un moment de féerie, mais que derrière un adulte, puisse, avoir sa lecture. Mais finalement, j'y ai pas pensé. Mais entre les gamins et les adultes, bah, il y a l'ado. Eh oui, Et l'ado aussi, lui aussi, il a sa propre lecture. Et c'est du vrai. coup, ça le touche. Mhm. Donc, voilà, ça s'appelle Ohé et le monde des pensées. Ouais, mais on viendra le voir. Mais je reviens quand même sur ton spectacle qu'on a vu, là, Dieu créa la voix. Mon fils, qui a 15 ans, c'est très difficile de le faire sortir déjà de sa coquille, mais il est venu. Déjà, je lui dis, allez, change ton mindset, on va passer une bonne soirée. Et franchement, tu lui as donné le goût, tu vois, le goût au théâtre. Et il a dit, mais comment il fait pour être aussi à l'aise sur scène? Il fait tout. Il est comédien, il chante, il fait ça. Et puis, bon, il était mort de rire, tout en ne s'autorisant pas à rire parfois. Je le regardais faire, tu vois, il était en mode, tu vois, le sourire jusque-là. Et je dis, mais qu'est-ce que t'as? Il me dit, mais il me fascine. Et franchement, tu l'as fasciné. Et depuis, je vois que ça, tu vois, il se délie sur certaines choses, il se sort un peu du regard des autres. Donc, je pense que ça lui a fait beaucoup de bien et je te remercierai jamais assez pour ça. Bah, écoute, merci, merci. Après, je pense aussi que bah, tout est une question de sensibilité et qu'il faut. Alors, j'encouragerais toujours, moi, d'aller voir du spectacle vivant, Bien sûr. vivant, vivant. Et après, il y a des choses que vous aimerez pas, mais c'est pas forcément la qualité de l'artiste propre. C'est que sa sensibilité vous a pas touché. Moi, il s'avère que bah, la mienne a fonctionné, tant mieux. Et en plus, j'ai un spectacle qui raconte ma vie au travers d'un sujet. Et donc, au travers de toute vie, les émotions sont les mêmes, c'est tout. Oui, tout à fait. Oui, oui. Oui, puis quand tu as un profil un peu hypersensible, forcément, ça touche. Donc voilà, les artistes, Et puis, je parle de voix, donc je parle de ma grand-mère, de ma sœur, de ma mère, de mon père. ils Et le font encore, hein. Ils le font encore. non, Dieu, non, que c'était la voix de ma grand-mère. Non, Ils le font toujours. la On le faisait ce matin. Génial. Et pourtant, on n'a pas tous la même grand-mère, mais dans sa sensibilité, ça doit ramener des choses qui nous touchent, quoi. Moi, mes Et puis grands-parents. Aya Nakamura et Michel Sardou aussi, ça restera dans les annales. Ça, c'est. Ah ouais, ouais. Extraordinaire. Donc, en tout cas, Imaginez une génération ensemble. ouais, ouais, c'est vrai, c'était génial. Du coup, quelles sont tes prochaines dates? Dis-nous tout sur ton spectacle là. Quand Alors, on est-ce vient de qu'on peut te finir voir. la tournée de cette année, hein, tournée 22-23, donc c'est des tournées sur l'année scolaire, septembre-juin. Donc là, j'ai des dates estivales, euh, par-ci, par-là. Pas de festival d'Avignon parce que voilà, je fais un très beau festival. Maintenant, t'es trop. Je suis loin d'être trop. Le Festival d'Avignon, c'est un vrai investissement en temps, en heures, en beaucoup de choses. Et on y va pour que des programmateurs nous mettent dans leur théâtre, tout ça. Et j'en suis à mon 7e. Là, justement, pour me retrouver, on va au mois de juin, généralement, on remet à jour les dates de l'année prochaine. Et, euh, et j'avais la possibilité de ne pas le faire cette année parce que c'est assez projeté jusqu'en 2025. Donc, pause, date estivale, profiter un peu avec la famille, refaire du frais, faire des vidéos, podcasts aussi. Attention. Ouais, ouais, là, les nouvelles vont sortir. Et puis, je fais de la voix off aussi.
en tant que comédien. Et on m'a proposé de beaux projets, donc je peux pas dire, mais en tout cas, il y a des beaux projets sur de la voix off. Mais c'était le moment. Donc du coup, voilà un peu le mood de cet été. Ouais. Vacances, voix off et quelques dates estivales. Et l'année prochaine, on repart dans toute la France, la Suisse, la Belgique. Euh, et tout ça à retrouver sur Philippe Roche officiel sur Facebook. Mais tu le sais, toi, mettez bien officiel parce que le premier Philippe Roche, c'est un garagiste. Hein. Ah oui, d'accord. Donc, tu mets bien Philippe Roche officiel. Ça, c'est Officiel, Facebook. d'accord. Et Philippe.roche sur Instagram et pareil sur TikTok. Et puis, je serais ravi de vous retrouver. Puis surtout, si vous avez vu le podcast, l'émission qu'on est en train de faire, n'hésitez pas à la fin, on discute. Hein, et n'hésitez pas à me dire que on s'est rencontrés par le biais de ta magnifique interview. Merci à toi, surtout. Voilà, Ah, merci. Et puis, oui, mettez-nous en commentaire, bien sûr, ce que vous avez pensé de cette interview et qu'est-ce que vous retenez, surtout au niveau du mindset, au niveau de... C'est très inspirant, en tout cas, cette interview. Je te remercie beaucoup, Philippe. C'était exactement voilà, ce que je recherchais. Je l'ai senti. Donc, je te remercie beaucoup et n'hésitez pas à aller le voir parce que extraordinairement drôle. Et nous, on te suit. En tout cas, ça y est, c'est fini. On ne ratera plus. Voilà, quand tu viens, on te suit. Merci beaucoup. Et puis le mieux, c'est de retrouver les liens sur tous les réseaux sociaux. Il y a toujours le lien, le Linktree, et qui permet Je noterai tout ça. voilà, de retrouver toutes les dates. Et à très bientôt avec la famille. Parce qu'ils Ouais. vont grandir, on va voir comment ils riront par la suite. Merci beaucoup, Philippe. À bientôt. À bientôt.